Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, se réinventer grâce à la RSE. On en parle avec Catherine Brennan. Elle est la directrice des opérations chez Birdeo, qui est un cabinet de chasse de tête. Elle est notre invitée. Smart Philo. Et si l'Agora nous parlait du sens au travail, philo et travail, on va en parler dans quelques instants avec notre invité. Et puis dans le cercle RH, notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire Un Jeune, une solution pour parler du capital jeune. On parlera de l'entrepreneuriat, ça se passe du côté de Marseille, et du contrat d'engagement jeune, le CEJ. Il sera mis en place le 1er mars prochain. Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi, sera avec nous dans quelques instants pour en parler. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, comment faire pour avoir un CV en béton. On en parlera justement avec Julien André, fondateur du CV professionnel. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, ça c'est une thématique importante et on en parle avec vous, Catherine Brennan. Vous êtes la directrice des opérations chez Birdeo, qui est un cabinet de chasse de tête. Cabinet particulier d'ailleurs, parce que vous avez quelques piliers forts. Oui, cabinet particulier, parce que premier cabinet qui s'est créé il y a un peu plus de 11 ans sur les métiers de la RSE et du développement durable. C'est notre ADN, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On détecte les talents et on accompagne les entreprises qui ont besoin de ces talents pour aller vers de la durabilité. Alors, durabilité, c'est un sujet dont vous parlez beaucoup, avec vos clients, avec les entreprises, puis avec ceux évidemment que vous chassez. L'intérêt de cet échange-là aujourd'hui, c'est de se dire, le monde du travail est en train de bouger. Il y a des métiers qui vont se réinventer. Il y a 5 grands métiers qui bougent. Quels sont-ils ? Alors, le métier du marketing, par exemple, celui des directeurs administratifs et financiers, mais aussi celui des services généraux. Et puis aussi, on peut imaginer que des métiers, soit du numérique, soit de la logistique, vont aussi se réinventer, en tous les cas évoluer, pour prendre en compte ces aspects RSE dans leur métier. Avant, la RSE, c'était à côté. C'était un élément qui était à côté, qui était là. Ça fait un certain temps qu'on parle de la RSE. Là, vous nous dites à travers ces transformations que la RSE, elle est de plein pied dans ces métiers et qu'on ne pourra plus réfléchir sans se demander si c'est polluant, si je dégrade la couche d'ozone. C'est ça le débat. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et ça existe encore bien sûr dans les entreprises, vous avez le directeur, la directrice de l'engagement ou le directeur, directrice du développement durable qui vont avoir une vue d'ensemble et qui vont coordonner, qui vont être des chefs d'orchestre pour coordonner les actions des uns et des autres. Mais ce qu'on remarque, nous, très fortement, c'est que ce besoin de RSE et de durabilité s'infuse dans les métiers. Et que ça, c'est nouveau, hein ? Oui. Ouais. Et c'est ce qui permet d'aller plus loin et c'est ce qui permet d'aller plus vite aussi. Et donc, on voit ces métiers se transformer parce que les besoins de ces métiers évoluent, tout comme les besoins des consommateurs et les besoins des collaborateurs. Je vois un métier qui est en pleine évolution. Je pense à celui-là en particulier, c'est le responsable des achats. Alors s'il y a bien un métier sur lequel il y a une responsabilité environnementale, c'est colossal. Et je dirais même sociale, puisque le responsable des achats va se dire, est-ce que je prends des produits chinois, peut-être moins chers ? Est-ce que je vais me sourcer là à 2 pas ? C'est plus cher, mais c'est une petite usine. Toutes ces questions-là, elles sont sur la table. Absolument, vous avez absolument raison sur ce point précis et c'est une fonction particulièrement compliquée, la fonction des achats. Hein. Il y a une performance financière d'un côté. C'est 200 balles en fait. Hein. Oui, mais de l'autre côté, il faut prendre en compte, encore une fois, des aspects sociaux-sociétaux de ces fournisseurs. Hein. Il y a un certain nombre de réglementations, on parle du devoir de vigilance, où vous avez une obligation de vous assurer que l'ensemble de votre chaîne de valeur répond à des critères sociaux et sociétaux. Et puis, vous avez aussi, de la part du reste de l'entreprise, des gens qui vont vous demander de sourcer différemment, de sourcer d'autres types de produits. Et puis, vous allez avoir des partenaires fournisseurs qui, eux aussi, vont faire évoluer leur business model et parfois, vous allez accompagner dans l'obtention de certifications pour des critères ESG, environnement, sociaux et gouvernance. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment se place un cabinet de chasse de tête comme Birdeo. Qu'est-ce que vous dites à la fois à ceux que vous chassez, qu'est-ce que vous dites à vos clients?
Est-ce que vous les aiguillonnez? Est-ce que vous leur dites, là, vous n'êtes pas du tout prêt sur les normes RSE? Est-ce que vous les accompagnez aussi? Alors oui, on accompagne nos clients effectivement très en amont dans la définition de leurs besoins en comprenant leurs enjeux. Et on les accompagne aussi lorsqu'ils ont un niveau de maturité un peu plus élevé dans les nouveaux métiers auxquels ils font face. Et nous, on fait un énorme travail de veille autour de la réglementation, autour des habitudes, autour d'émergences qu'on peut voir peut-être dans d'autres régions du monde. Et du côté des candidats, effectivement, on les accompagne dans leur projet professionnel, dans le sens où, lorsqu'ils ont un métier comme celui de directeur des achats ou directeur marketing, on essaie de voir avec eux comment ils peuvent acquérir ce qu'on appelle chez nous la double casquette. Donc, leur métier qu'ils maîtrisent. Et cette culture-là, en fait. Et ensuite, une culture de RSE, de durabilité, qu'ils vont acquérir parfois par eux-mêmes, parfois par le biais de formation. C'est exactement la question que je vais vous poser, parce que finalement, ça, on ne l'acquiert pas forcément pendant sa formation. Je parle de génération de cadres qui ont 45, 50 ans et qui n'ont pas été éduqués dès les écoles de commerce ou l'université. Analyste financier, deuxième exemple, dans ces métiers. Puis on parlera des métiers qui vont arriver et qu'on ne connaît pas. Mais analyste financier, là aussi, c'est de la finance, c'est du placement. Mais l'analyste financier et le responsable financier, il peut flécher ses investissements pour l'entreprise. Il peut investir sur, je ne sais pas, des produits plus verts que d'autres. Alors effectivement, l'analyste financier traditionnel a des opportunités de devenir analyste extra-financier. Oui. Il a l'habitude d'analyser les entreprises, d'analyser les chiffres émanant de ces entreprises. Et maintenant, il a la possibilité de monter en compétence sur les critères extra-financiers qu'il va prendre en compte dans l'analyse des sociétés qu'il fait. Et il existe des formations, il existe des parcours qui permettent de s'approprier ces critères ESG maintenant. Alors, quelques mots quand même, Catherine, parce qu'il y a ces métiers qu'on connaît, alors qui sont en pleine mutation et qui doivent se doter de ces critères, et vous y êtes sensible chez Burdeo, mais il y a aussi les métiers qu'on ne connaît pas ou qui sont en gestation. Alors, comment on fait là quand on est un cabinet? Parce qu'on ne les connaît pas, ces métiers. On nous dit dans 20 ans, il y aura 35% des métiers qui auront disparu, il y en aura de nouveaux. C'est un casse-tête pour vous? Je ne sais pas si c'est un casse-tête. Ce qui est important, c'est de pouvoir tenter de les détecter un petit peu en amont. Vous avez déjà comme ça une sorte de préscience sur les métiers de demain là, qui arrivent? On sait par exemple que la data est quelque chose qui va devenir de plus en plus important sur les métiers de la RSE, parce qu'on va de plus en plus collecter des informations sur les impacts environnementaux des entreprises pour pouvoir les mesurer et ensuite pour pouvoir traiter cette information pour qu'elle devienne utile au reste du business. Un exemple que je donne souvent et qui est parlant, je pense, pour chacun d'entre nous, c'est que les consommateurs que nous sommes vont bientôt pouvoir avoir accès à de l'affichage environnemental sur les produits. Pour arriver à cet affichage environnemental, c'est le blockchain. Il va falloir effectivement aller chercher de la donnée à la source de la fabrication. Ça existe déjà un peu sur les aliments, par exemple? Oui, mais ça va se généraliser. Sur l'ensemble des produits. Donc là, ça veut dire aussi que pour certaines compétences dans la tech, parce que vous chassez peut-être aussi dans les métiers de la tech, vous leur dites, commencez aussi à vous doter, je dirais, d'un troisième bras qui sera le bras d'une vision environnementale, plus stratégique, plus ESG quand c'est la finance? On n'a pas besoin de leur dire, parce qu'on voit quand même un mouvement, alors soit de jeunes profils que j'appelle moi les environmental natives, parallèle avec le digital native, qui sont nés en fait avec ces sujets, qu'ils appréhendent relativement bien et qui les intéressent beaucoup. Ça, c'est une chose. Et pour les professionnels aujourd'hui en poste, on a quand même beaucoup de demandes de sens, d'avoir de l'impact dans ce qu'on fait et une vraie volonté d'apprendre et éventuellement, effectivement, d'acquérir des compétences supplémentaires. En tout cas, d'y inclure dans leur prise de décision, lorsqu'ils ont des responsabilités, ces enjeux qui sont... C'est très bon financièrement, mais je t'informe que c'est pas très bon pour la planète, parce que c'est souvent des enjeux de ce type-là. J'économise sur un produit que j'achète en Chine, on va dépenser plus, mais par contre, c'est bon pour la planète. C'est parfois compliqué, ça, pour le compte de résultat. Ça, c'est l'ambition que l'entreprise décide de se doter quand elle s'engage sur cette voie de la durabilité. Il faut une conscience, il faut
Oui, mais une exigence. Oui, on s'aperçoit qu'elle est quand même là de plus en plus et qu'il y a entre guillemets une vraie pression aussi du citoyen de voir des du produits, consommateur. Du consommateur, bien sûr. Catherine Brennan, c'est intéressant d'avoir un cabinet de chasse de tête. Le marché chez les chasseurs de tête, ça bouge parce qu'on nous dit qu'il y a un marché pénurique sur certains secteurs, des métiers de premier rang. Mais ça, chez les cadres, chez les gens que vous chassez, là aussi, il y a du mouvement. Beaucoup. Il y a du mouvement. Nous aussi, on est sur un marché qu'on peut qualifier de pénurique, hein, puisque le sujet prend de l'ampleur, mais le nombre de professionnels formés en poste aujourd'hui n'est pas aussi important. Trop de demandes, pas assez d'offres. Un petit peu. Donc, ça implique deux mouvements, j'allais dire. Un mouvement d'ouverture de la part des entreprises pour voir le potentiel et surtout s'appuyer sur les savoir-être de candidats motivés. Et puis du point de vue des candidats, ça veut dire continuer d'être ouvert, d'avoir une grande curiosité et de continuer d'apprendre. Donc vous nous dites, de votre fenêtre de cabinet de chasseurs de tête, que certaines entreprises ont déjà accepté l'idée qu'elles n'auraient pas le mouton à 5 pattes qu'elles avaient mis dans la fiche de recrutement, mais qui vous les orientez à aller vers des profils, peut-être pas ceux qu'ils cherchaient, mais motivés, avec des soft skills intéressantes. Vous les emmenez là-dessus. Oui. Sinon, ils ne trouvent pas le poste. Sinon, ils ne trouvent pas effectivement le mouton que je qualifie maintenant de mouton à 18 pattes. À 18 pattes, moi j'étais resté à 5, j'ai pris un peu de retard. Mais en fait, oui, et d'aller chercher, parce que sur les sujets qui nous portent, les savoir-être sont très importants, de curiosité, de communication, savoir embarquer, la ténacité, beaucoup de ténacité quand on est sur ces métiers-là. Et une grande pédagogie aussi pour aller expliquer et embarquer le reste des collaborateurs. Merci Catherine Brennan d'être venue nous éclairer sur ces métiers qui se transforment avec ce développement durable, cet ESG quand on parle de finance. Vous êtes directrice des opérations chez Burdeo, qui est un cabinet de chasse de tête. Merci, c'était un vrai plaisir. De la philo, on va en faire un tout petit peu. C'est normal, c'est Smart Philo, c'est tout de suite. Smart Philo, et on fait de la philo aujourd'hui avec Jean Maty, philosophe et consultant associé chez Noétique Biz. Bonjour Jean. Bonjour Arnaud. Alors on va parler de sujets qui mêlent à la fois l'actualité, tout ce qu'ont vécu les collaborateurs, les salariés dans leur entreprise, et la philo, parce que c'est évidemment votre métier, votre passion. On dit que les collaborateurs ont besoin de retrouver le sens dans leur travail, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire du point de vue du philosophe que vous êtes, Jean ? Retrouver le sens, alors le problème c'est que pour répondre à cette question, il faut se demander ce que c'est que l'homme, ce que c'est que l'humain. Ah oui. Et en fait, chez nous, dans notre cabinet, on pense que l'homme, il vit déjà sur 3 dimensions. Pour faire hyper simple, l'homme, il doit subvenir, il doit subsister, c'est-à-dire il doit payer son loyer et manger. Il doit exister, c'est-à-dire faire des projets, et puis il doit consister. Consister, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot un peu barbare de philosophe, ça veut dire qu'en fait, les hommes et les femmes sont des désirs ambulants qui doivent s'investir dans des objets idéaux et éternels pour avoir le sens que leur désir, en fait, s'inscrit dans quelque chose qui dépasse leur existence. Voilà. En fait, c'est consister. Pour les humains, ce qui est important d'un point de vue philosophique, c'est de consister. Au-delà de subsister et d'exister, il faut consister. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire investir son désir dans des objets idéaux. Idéaux. Donc c'est une sorte de vision un peu supérieure au-delà de la matérialité. Est-ce qu'il y a un rapport, Jean, parce que c'est intéressant, entre ce besoin philosophique que vous évoquez à travers ce mot consister, le Covid, la grande démission, dont on parle beaucoup aux États-Unis. C'est quoi ce lien, toujours du point de vue du philosophe que vous êtes? Alors en fait, c'est que avant même la Covid, il y a ce que nous appelons, nous, en philosophie, le tournant libéral de la société. Le tournant libéral de la société, c'est très simple à comprendre d'un point de vue philosophique, c'est l'idée que l'organisation de la société se structure autrement que la structuration religieuse de la société. Autrefois, en fait, le pouvoir suprême, le pouvoir divin, on va dire, structurait la société, et le tournant libéral, c'est la société qui vient à structurer le pouvoir. Autrement dit, Nietzsche disait Dieu est mort. Si je réinterprétais autrement que lui-même n'a voulu le dire, ça veut dire que dans nos sociétés libérales,
si Dieu, quelque part, est mort en tant qu'objet idéal d'investissement pour notre désir, eh bien, quand on sort de Dieu, on devient tous des dieux. En fait, l'individu, toute proportion gardée, se pense lui-même comme la source du sens. En fait, c'est plus Dieu, c'est plus le ciel, des idées qui nous donneraient un sens qui descendrait, en fait. Comme on dit souvent en entreprise, il faudrait donner du sens. Attention, puisque, en fait, c'est Dieu, s'il existe, qui donne du sens à nos vies. Mais s'il n'existe pas, comment on fait? Eh bien, s'il n'existe pas, eh bien, en fait, ce sont les individus eux-mêmes qui donnent du sens à la société. Voilà, tout part finalement de l'individu. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, avec la Covid, j'ai tort de jouer sur les mots avec quelque chose d'aussi sérieux, mais la Covid, elle nous a covidé de sens. Encore plus au fond. C'est-à-dire qu'on a eu un retour des aspirations personnelles et individuelles, en fait, des individus pour leur vie, jusqu'à leur travail. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a des individus qui, je sais pas moi, qui sont intéressés d'abord à ce qu'on prenne soin d'eux et qui sont surtout intéressés à ce qu'ils veulent dépasser le fait d'avoir un simple job, ils veulent avoir une mission. Vous voyez, comme le mot mission, là aussi, est un vieux mot, finalement, quelque part, qui était investi par la religion, les missionnaires. Et en fait, ils ne veulent pas seulement avoir un job, mais ils veulent avoir une mission, les gens. Et c'est pour ça qu'ils veulent donner du sens au travail, c'est qu'ils veulent réinvestir leur désir dans une mission qui les dépasse. Jean, ça fait écho à la phrase de Warhol, Dieu est mort, vive le Prozac. Il y avait un peu de ça aussi, ça prolonge Nietzsche. Oui, il y a de tout ça. à fait, exactement. C'est clairement la société libérale que vous décrivez. Oui. Comment on fait justement? Alors là, on rentre dans des considérations, je dirais, plus prosaïques. Comment on fait quand on est manager? Parce que la réalité, c'est que c'est la réalité qui s'impose. On ne peut pas vendre de rêve aux collaborateurs. C'est chaque jour suffit sa peine, quoi. C'est le dur labeur du travail. C'est quand même dur là d'inventer un monde au-dessus. En fait, il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition des managers ou même des dirigeants d'ailleurs eux-mêmes. On a la RSE, évidemment, qui, depuis la loi Pacte, est un outil extrêmement puissant pour définir une mission ou une raison d'être. Donc, c'est une manière de donner du sens. Vous voyez comme ce mot raison d'être est important quand même. Raison d'être, c'est carrément un mot philosophique. C'est pourquoi j'existe, en fait, raison d'être. Et puis, parfois, on a des choses un tout petit peu plus simples, j'allais dire, d'accès. C'est la qualité de vie au travail. On va prendre soin des individus, puisque, comme je vous le disais, on est des petits dieux qui avons besoin en fait qu'on prenne soin de nous et de nos aspirations. Donc on va nourrir les individus avec la qualité de vie au travail. Nous, ce qu'on recherche chez nous, les philosophes, c'est d'avoir un travail vivant de qualité. On revient à des choses prosaïques, comme vous disiez, en fait. On revient à réapprendre finalement à dialoguer, à participer en fait au travail, à l'effectuation du travail. En fait, le sens du travail, s'il vient plus d'en haut, s'il n'est pas même donné par une raison d'être, ce qui est déjà très ambitieux, il est au jour le jour en fait. Il s'agit, comme le disait une très grande sainte, Sainte Thérèse, allez, je cite Sainte Thérèse en philo, c'est pas grave, elle disait il s'agit de faire extraordinairement bien les choses ordinaires. Et qu'est-ce qu'on peut faire extraordinairement bien et qui est hyper ordinaire? Il faut commencer par le dialogue, Arnaud. Il faut réapprendre à dialoguer. Jean, avant de parler et de se quitter et parler de la métagora, quand même, ce que vous décrivez là, moi j'ai le sentiment que les managers le font déjà. Enfin, je veux dire, ils parlent avec leurs collaborateurs, ils échangent, non? Je me trompe ou pas? Alors, oui et non. En fait, on a l'habitude de mener de simples conversations, heureusement, et de rigoler autour de la machine à café. Enfin, avant la Covid, mais aussi on a l'habitude de débattre beaucoup. On a l'habitude de celui qui crie le plus fort a le dernier mot. Mais on sait un peu moins dialoguer, en fait. On sait un peu moins remettre l'intérêt collectif au centre des individus. Et en fait, ça, merci Arnaud de parler de métagora, parce qu'en fait, ça, c'est ce que faisaient déjà les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ. En fait, on avait appris à dialoguer autour de l'agora. L'agora, c'est quoi? C'est des guerriers. Agoréein en grec, ça veut dire des guerriers qui cessent de s'affronter pour se mettre en cercle et discuter par le dialogue d'inventer des lois, des principes qu'ils auront en commun pour résoudre les problèmes de la cité. Ça nous parle des managers, ça, Arnaud. Ça nous parle de comment, concrètement, au jour le jour, à travers les violences que l'on perçoit et que l'on vit toutes et tous, comment les managers, ils arrivent à réapprendre à dialoguer avec une application que nous, on a mis en place qui s'appelle Métagora, l'Agora 2.0 en quelque sorte, pour remettre le dialogue au centre du travail opérationnel. Voilà, réinventer le sens à toute petite échelle du dialogue opérationnel sur comment on fait bien notre travail. Alors Jean, puisque vous en parlez, cette philosophie 2.0, c'est ce dialogue qui n'est plus sur la place publique, mais grâce au numérique. Ça se passe comment, Métagora, très concrètement? Très concrètement, c'est une application hyper légère qui permet à intervalles réguliers
par le facilitateur d'user de curseurs qui sont en fait des valeurs. Et c'est là où je reboute avec ce qu'on se disait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que si on est des petits dieux et si le sens il vient plus d'en haut, en fait, l'individu, comment il met du sens? Eh bien, il met du sens par ses valeurs. C'est les valeurs qu'il faut réinvestir, qu'il faut réutiliser. Et donc, c'est 4 petits curseurs autour desquels on va mettre des valeurs que choisissent les managers et on va se parler de ces valeurs. On va se parler de ces valeurs sur comment on maintient nos objectifs, comment on vit ensemble au jour le jour et éventuellement comment on choisit de délibérer collectivement sur le travail à propos de ces valeurs. C'est tout simple, des 4 valeurs, un curseur de moins à plus et on parle de ce qui nous anime, c'est-à-dire de nos valeurs. Et pour conclure, Jean-Mathie, on en fait quoi je dirais, de ces paroles qui sont posées, qui sont écrites, sur lesquelles on va se concentrer, on les fait remonter, on réfléchit, on croise. Qu'est-ce qu'on en fait de cette matière ? Cette matière, elle est vraiment mise à disposition du manager qui anime la réunion ou du facilitateur de la réunion, en fait. Et cette matière, elle va produire du méta-feedback. Il y avait déjà le feedback que les entreprises connaissent peu ou prou, c'est-à-dire l'art de renvoyer à l'autre des données qui ont de la valeur et d'obtenir des données qui ont de valeur. Et là, nous, on a inventé le méta-feedback. Le méta-feedback, c'est quoi? C'est se parler de la manière dont on se parle, se parler de la manière dont on vit, se parler de nos objectifs entre nous. C'est ni plus ni moins qu'un feedback réflexif, comme les philosophes. Metagora, et ça c'est sur votre plateforme, il faut le préciser, Noetic Biz, parce que je rappelle, Jean, que évidemment vous êtes associé dans cette société, mais que vous êtes philosophe de formation, osant même citer Sainte Thérèse. Là, j'ose parce que je suis sur Bismart. Voilà. La radio des audacieux. La radio, et j'ai envie de dire la télévision des audacieux, Jean. La télé, des audacieux. Absolument. Et moi, vous avez remarqué que j'ai cité Andy Warhol sur une chaîne écho. Merci Jean d'être venu nous rendre visite, Noetic Biz. Vous êtes philosophe consultant associé chez donc Noetic Biz avec Metagora. Merci à vous, merci de nous avoir rendu visite. On fait une très courte pause et on va s'intéresser avec nos invités à Un jeune, une solution, en partenariat évidemment avec Un jeune, une solution. On va s'intéresser à tous ces dispositifs qui permettent de remettre les jeunes sur le chemin de l'emploi. On va revenir sur cette initiative qui se passera à Marseille, capitale jeune créateur. Ça, c'est une aide directe pour créer son entreprise. Et puis, on parlera du contrat d'engagement jeune. Ça, c'est le 1er mars prochain. C'est minimum 400 000 jeunes, minimum. L'objectif, c'est qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route, des jeunes décrocheurs notamment. On en parle avec Thibaut Guilhuy et notre invité DRH Inclusion chez Honnête. C'est juste après la pause. Le Cercle RH, émission spéciale comme chaque mois, Un jeune, une solution avec notre partenaire. On va parler des jeunes, oui évidemment, Un jeune, une solution. On va parler de tous ces dispositifs. Alors certains existent déjà, d'autres vont être mis en place. Je pense au Capital Jeune Créateur, ça existe et ça va. Et puis on va parler du contrat d'engagement jeune. Ça c'est pour le 1er mars, c'est important d'en parler parce que c'est pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi, décrocheurs en difficulté que vous allez remettre, Thibaut Guilhuy, sur le chemin de l'emploi et de la confiance. Thibaut Guilhuy, merci d'être là, comme chaque mois, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et puis, nous sommes avec Philippe Arnaud, DRH Inclusion d'Honnête. Merci, Honnête, qui est une société de services, d'ingénierie, une très vieille société, d'ailleurs, créée en 1860, dans le sud, à Marseille. D'abord, commençons par vous, Capital Jeune Créateur. Je sais que vous êtes très impliqué dans ce dispositif. Qu'est-ce que ça représente pour vous de mettre vulgairement le pied à l'étrier à des jeunes, et on va revenir sur les chiffres dans quelques instants, pour qu'ils créent leur boîte? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ont envie de la créer, leur entreprise, qui ont envie de devenir chef d'entreprise. Écoutez, j'ai envie de vous dire déjà, ça fait partie de l'ADN du groupe Honnête, donc effectivement d'aider les jeunes et les moins jeunes en général on va dire à la fois de leur mettre le pied à l'étrier à l'emploi et pourquoi pas également de les accompagner lorsqu'il y a des projets de création d'entreprise. Et c'est quelque part un petit peu lié à nos métiers, à la culture du groupe et à nos métiers qui sont des métiers donc par nature inclusifs et révélateurs de talent. Et vous étiez, Thibaut Guilhuy, je me tourne vers lui, qu'on va pouvoir faire un dialogue, mais ça ne vient pas d'en haut, le Capital Jeune Créateur. Racontez-nous la genèse, parce que c'est lors de la visite du président de la République, Emmanuel Macron, le 2 septembre dernier à Marseille, puis une deuxième étape
où vous gérez, vous incubez, vous réfléchissez à créer ce capital jeune créateur. C'est comme ça que ça naît. Oui, on peut même remonter un tout petit peu plus, plus en arrière, dans le cadre d'un Jeune une solution qu'on déploie maintenant depuis 18 mois. Donc on accompagne à l'emploi, on accompagne l'apprentissage, la formation, le mentorat. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur ce plateau. Mais les jeunes, il y en a près d'1 sur 2 qui aspirent un jour à créer son entreprise, à être son propre patron. Ça ne veut pas dire que tout le monde va le devenir, mais en tout cas, ça part des aspirations. Et sur un Jeune une solution, pour faire réussir la jeunesse, moi je considère qu'il faut toujours partir des envies des personnes, des envies des jeunes. Et donc on a réfléchi à la question de la création d'entreprise pour les jeunes. Ils ont deux difficultés ou deux barrières à franchir peut-être supplémentaires, ces jeunes qui veulent créer leur entreprise. Ils ont un peu moins de capital social, ils ont un peu moins d'expérience, ils ont un peu moins de réseau, ils ont un peu moins de connexion. Et ils n'ont pas mis beaucoup d'argent de côté. Ils ont souvent... Ils démarrent. Voilà, ils démarrent par définition. Et c'est ce qui les fragilise. Manque d'accompagnement, manque de fonds financiers. Et donc le capital jeune créateur, c'est l'idée de compléter un Jeune une solution en accompagnant aussi les jeunes qui ont envie de créer leur propre entreprise. Alors, juste quelques chiffres pour qu'on y voit un petit peu clair la manière dont vous avez saturé le dispositif. Et vous m'arrêtez si je me trompe dans les chiffres. En tout cas, c'est 3000 jeunes qui vont être ou qui sont déjà en cours d'accompagnement dans une démarche de création, dont 1000 vont bénéficier d'une prime de 3000 euros. 40 entreprises ont pris des engagements très concrets, c'est-à-dire pour les accompagner, on va donner la parole à Philippe. 300 mentors, ça vous y tenez beaucoup, Thibaut Guilluy, c'est quelque chose de très important pour vous. Et 800 portes ouvertes, ainsi que 130 postes de travail. Ça c'est l'ossature. Philippe, faites partie de ces entreprises honnêtes dont vous êtes le DRH. Impliqué, pour essayer d'y comprendre, c'est quoi votre intérêt, c'est quoi votre but de lancer ces jeunes? C'est quoi l'intérêt? Écoutez, notre but et notre intérêt, il a toujours été le même, c'est que effectivement on cherche à accompagner ces jeunes qui ont tous un talent, fou. Il faut savoir juste passer du temps avec eux, les écouter. Écouter aussi leurs projets et puis leur apporter ce qui peut leur manquer. C'est parfois de la connaissance dans les domaines des RH, de la finance, du marketing. C'est aussi de leur donner de la perspective avec l'ensemble des métiers qui peuvent s'offrir à eux. Et puis, c'est également leur apporter la possibilité de faire des rencontres et notamment de vivre le quotidien on va dire, d'un chef d'entreprise. Voilà. Et je pense que ces jeunes-là, si on leur met le pied à l'étrier, derrière, donc pour nous, ça peut faire soit plus tard des collaborateurs investis, soit des clients qui auront aussi à cœur de travailler avec nous. Donc on a tout intérêt, effectivement, à mettre le pied à l'étrier à ces jeunes. Thibaut Guilluy, 40 entreprises qui ont pris des engagements, qui se sont engagées. Ça se présente comment, l'engagement de très grosses entreprises? Honnête est une très grosse entreprise, et toutes les autres. Qu'est-ce qu'elles vont apporter à ces jeunes? Alors, on voit bien, il y a une prime de 3000 euros, ce qui permet d'avoir un capital pour créer sa SARL ou autre structure. Qu'est-ce qu'elles vont faire, les entreprises-là? En fait, elles viennent compléter et donner du souffle à la démarche. La démarche, comme on l'a dit, donc on assure un accompagnement à chaque jeune qui a envie de s'engager. Donc ça, c'est le capital jeune créateur. S'ils vont jusqu'au CABIS, leur apporter les 3000 euros pour compléter, évidemment faire effet de levier sur l'apport personnel. Et puis c'est aussi les carrefours. On était vendredi avec la ministre. C'était une attente forte exprimée par le président de la République qui soutient de façon très forte tous les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Et donc des carrefours dans Marseille, sur lequel les jeunes vont retrouver tous les services, tous les accompagnements possibles pour pouvoir réussir à aller au bout de leur projet. Mais dans cette dynamique entrepreneuriale à Marseille, parce qu'en fait c'est une expérimentation, et si à Marseille... c'est un laboratoire, Marseille. Voilà, c'est un laboratoire, et si ça fonctionne... vous l'étendez. On l'étend, l'objectif c'est de l'étendre dans tout le territoire, donc les Marseillais ont quand même un petit peu la pression. Mais le message qu'on a dit, et c'est toujours le même que dans un Jeune une solution, c'est que
pour réussir, on a besoin de l'engagement des entreprises et aligner l'intérêt des entreprises à l'intérêt général. Très concrètement, ici, ce que vient de dire Honnête, c'est qu'on a dit aux entreprises marseillaises, les petites, les grandes, celles qui sont installées, qui ont déjà des clients, qui ont déjà fait un petit bout de chemin, voire un grand bout pour des entreprises comme Pernod Ricard ou comme CGA, CGM ou BNP Paribas ou Honnête, qui est une magnifique réussite industrielle marseillaise, de dire à tous ces chefs d'entreprise: tendez la main à ces jeunes qui ont envie de créer des entreprises et soyez au rendez-vous. Les engagements sont très concrets. Ce qu'a dit Honnête est très concret. Les jeunes, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de mentors. Donc effectivement, il y a déjà plus de 300. On a déjà trouvé plus de 300 mentors, mais il nous en faut 10 fois plus. Donc c'était un point de départ vendredi, mais évidemment, on va aller beaucoup plus loin. C'est le premier bon de commande. Donc là, on a des entreprises, 27 entreprises déjà qui se sont engagées à consacrer 5 000, 10 000, 100 000 euros par an d'achat, et c'est peut-être le meilleur cadeau pour ceux qui ont lancé leur entreprise, se souviennent toujours de leur premier bon de commande. Et si en plus de ça, on peut avoir un client qui est à la fois exigeant et bienveillant, ça aide à se lancer dans la vie. Et donc, voilà, ces engagements concrets, prêter aussi un bureau, un coin de bureau, la machine... poser l'ordi, poser sa machine. L'imprimante, et puis la possibilité d'être à la machine à café, de discuter avec le directeur financier ou le responsable marketing, c'est ça aussi qui permet de faire réussir les jeunes à Marseille. Philippe Arnaud, très concrètement, là, parce que là, on rentre dans des détails, c'est-à-dire quand on crée une entreprise, il faut que le projet tienne la route, il faut que ça ne soit pas saugrenu, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait des clients, enfin tout ça quand même se réfléchit un minimum. Vous faites quoi, vous, chez Honnête? Vous mettez un coin de bureau, vous faites une petite pépinière de ceux qui créent leur boîte, vous leur dites, voilà, il y a 300 mètres carrés, on vous les prête. Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Écoutez, nous, en tous les cas, nous sommes engagés à accompagner 100 jeunes au travers de 3 ateliers. Un premier atelier qui va être un atelier, on va dire, de mentoring, où on va les accompagner on va dire, premièrement sur la découverte des métiers, sur leur orientation, sur le travail donc du projet. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est une activité à laquelle nombre de nos collaborateurs sont désormais rompus, puisque on travaille déjà avec nos quartiers talents sur ce type de dispositif. Deuxième point, c'est la sensibilisation à la création d'entreprise. Et là on mobilise l'ensemble de nos spécialistes au sein du groupe pour, on va dire, accompagner donc 30 jeunes sur la création d'entreprise, et donc avec le passage donc tel que je peux le donner donc tout à l'heure, avec les services comptables, les services RH sur la partie du droit du travail, sur la partie salaire, etc. La partie marketing également pour savoir vendre un produit, le promouvoir. Et effectivement, essayer donc durant donc cet espace-là, cet atelier-là, de faire rencontrer nos spécialistes, nos experts et ces jeunes qui sont vraiment en demande d'avoir les informations cruciales pour mener à bien cette création d'entreprise. Et on fait un troisième allez-y, Philippe, qui est un atelier Vie ma vie, où là, je veux dire, ces jeunes, après avoir mûri le projet, après avoir mis les éléments de fond dans la caisse à outils du créateur d'entreprise, vont rencontrer des entrepreneurs. Ce sont en fait nos entrepreneurs, nos responsables d'agence, et vivre une journée de travail justement avec ces responsables d'agence pour découvrir leur quotidien, la prise de décision, la façon dont on manage une équipe, la façon dont on rencontre des clients, voilà le quotidien véritablement donc d'un entrepreneur. Et ça pour nous c'est essentiel puisque donc ça découle de toute la stratégie donc d'Honnête en matière d'inclusion qui cherche justement à avoir un impact social donc tel que il a pu y avoir donc durant de nombreuses années, mais aujourd'hui essayer effectivement de mener une politique très orientée sur cet aspect accompagnement social. Merci, et responsabilité sociale. Thibaut Guy, lui, intarissable, Philippe Arnaud, parce que là c'est ça. Là on voit bien tout le travail, la chaîne en 3 temps jusqu'au moment où on va rentrer dans une agence pour voir. L'idée c'est quoi? Certains n'iront pas au bout de l'aventure. Là il y en a une trentaine, 30 accompagnés. D'autres auront découvert finalement peut-être des métiers. Enfin c'est à double cliquet. Ils peuvent effectivement créer leur entreprise puisqu'il y en a quand même 1000 qui vont en bénéficier. Et puis il y en a d'autres qui diront tiens, j'ai découvert un métier chez Honnête qui me plaît, je ne savais pas que c'était possible et je vais peut-être essayer de pousser la porte de chez Honnête. C'est aussi ça l'objectif.
Oui, exactement. En fait, tout ça, c'est toujours dans l'esprit un jeune, une solution, en fait, de dire à chaque jeune... Le choix, quoi. Voilà, engage-toi, on va t'accompagner et on va tirer le fil avec toi. Et ce fil-là, il pourra t'amener peut-être à la création d'entreprise. Ce fil-là, il pourra peut-être t'amener à te dire, peut-être qu'à la création d'entreprise, oui, mais plus tard. Et en attendant, je vais peut-être aller faire une expérience dans une entreprise. Mais toujours construire ce chemin-là avec aussi l'entreprise et les entrepreneurs. Derrière, honnête, chaque entreprise ensuite peut prendre une forme d'engagement différente d'une autre. Vous voyez, par exemple, il y a Crédit Agricole, par exemple, et je pense que les banques vont suivre, annoncer du coup l'idée d'un prêt à 0% sans garantie pour ces jeunes qui seront suivis par le capital jeune créateur. Bah oui. Et en fait... Finalement, c'est un état d'esprit. Vous vous souvenez, au début, quand s'est lancée la French Tech, franchement, la France et le numérique et les startups, on était complètement à la ramasse. Alors qu'on est presque leader et leader. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a repris aussi un leadership? C'est quand on a joué collectif, quand on a fait équipe de France, quand on a été à Las Vegas, au CES, quand dans les territoires, on s'est mis ensemble pour se valoriser les uns les autres. Eh bien, c'est cet esprit-là aussi dans un jeune, une solution et dans la création d'entreprise. Se dire on a tous intérêt à être en solidarité avec celui qui se lance, parce que peut-être que celui-ci, c'est celui qui sera votre client ou votre fournisseur ou votre collaborateur. Ouais, ce qu'évoquait Philippe. Juste un mot, Philippe, parce que j'aimerais ensuite qu'on... Et d'ailleurs, vous ne partirez pas, parce que vous êtes évidemment forcément intéressé par le contrat d'engagement jeune, vous qui êtes déjà très impliqué à Marseille sur ce sujet du capital jeune. Concrètement, sur les 30, là, je ne sais pas si vous les avez tous rencontrés, mais... Vous dites quoi? Il y a des petites pépites, vous sentez, parce qu'on le sent, ça. Il y a un projet génial, il y a un créateur dynamique. Vous dites ça va cartonner. Comment vous les regardez, ces jeunes? Écoutez, on les regarde avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de respect, avec de l'écoute et de l'audace. C'est-à-dire avec les valeurs clés qui font la culture du groupe, quoi, finalement. Et c'est important, effectivement, de pouvoir jeter à la fois un œil donc d'experts, un œil bienveillant pour les amener on va dire, à mener à bien ce projet. Alors bien sûr, donc dans ces projets, vous en avez certains qui manquent peut-être de maturité, qui manquent parfois aussi de méthode. Et c'est l'enjeu aussi de cette démarche, parce que le précisait donc Thibaut également, vous en avez certains qui n'auront pas jusqu'au bout, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas, ils ne feront pas un autre projet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas au bout d'un autre, d'une autre démarche. C'est formateur. Ça peut être c'est formateur. De toute façon, créer même si ça aboutit, entre guillemets, je mets des guillemets, à un échec, c'est formateur de s'engager sur le chemin d'une création de toute façon. Basculons, mais en même temps, les deux sont relativement liés, même si les publics ne sont peut-être pas les mêmes, on va le voir avec vous, ce fameux contrat d'engagement jeune. Parce que ça, c'est Marseille, c'est le laboratoire, mais le contrat d'engagement jeune, on est sur tout le territoire et les territoires ultramarins. Donc l'enjeu est évidemment très important. Au 1er mars, les premiers contrats seront signés. C'est quoi l'objectif, je dirais, l'esprit de ces contrats d'engagement jeune? C'est au-delà des 400 000 qui avaient été annoncés, parce que c'est le chiffre qui avait été avancé. Vous dites, non, l'idée c'est qu'il n'y ait aucun jeune décrocheur éloigné de l'emploi qui reste sur le bord de la route. C'est ça l'esprit? C'est ça. Et... dans le cadre d'un plan, d'un jeune, une solution, en fait, c'est une grande promesse quand même. Un jeune, une solution. Pas un jeune au bord de la route. On a fait déjà beaucoup de chemin tous ensemble, avec les entreprises, avec les acteurs dans les territoires. On a retrouvé un taux d'emploi des jeunes qu'on n'avait pas connu depuis 1992. Record d'alternance, puisque 780 000... On a battu un record d'alternance, on a franchi les 720 000, on dépasse même les Allemands. Ça, donc c'est historique. C'est totalement historique. Cela étant dit, on ne peut pas se contenter de cela, car on a encore pas loin d'1 million de jeunes qui sont sans études, sans formation, sans travail. Et parmi ceux-là, des perspectives d'avenir et d'insertion professionnelle qui sont compliquées. De l'autre côté, tous les jours, moi je rencontre, on entend tous, vous aussi, des employeurs, des petites, des grandes, dans tous les secteurs, dans tous les territoires.
on galère. On manque de personnel, on manque de talent. Comment peut-on faire? Eh bien, c'est aller au bout d'un jeune une solution que de s'engager dans le contrat d'engagement jeune. C'est de lancer finalement une sorte de petite révolution quand même, pour reprendre les termes de Jean Bassère, qui est le directeur général de Pôle emploi et qui en parlait ce matin. Une révolution, pourquoi? Parce qu'on va dire à chaque jeune, c'est un droit ouvert, c'est-à-dire tous les jeunes qui en ont besoin. Droit ouvert, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Et on va leur dire c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Tu vas avoir un vrai coach, quelqu'un qui va t'accompagner, qui va faire des points. Mission locale ou Pôle emploi? Mission locale, Pôle emploi, et aussi les associations de pauvreté, parce que de temps en temps, il y a des jeunes qu'il faut aller chercher parce qu'ils sont très très près des barres d'immeubles ou des quartiers ruraux. Exactement, et de leur dire, voilà, tu vas avoir un coach, vraiment quelqu'un qui va t'accompagner, faire des points au moins toutes les semaines. Tu vas avoir un programme, minimum 15 heures, mais ça peut être 20, 25, 30, 35, un programme. Après, on va composer le menu en fonction de ton besoin. Comment reprendre confiance, comment redévelopper des compétences, se faire une petite remise à niveau, passer un permis de conduire, faire des immersions professionnelles dans des entreprises, prendre le temps du mentorat pour pouvoir réfléchir à son avenir. Pourquoi pas aussi par les activités sportives, par l'investissement et des missions de bénévolat, etc., se développer, reprendre confiance en soi, préparer son avenir. Ça, c'est le contrat d'engagement jeune. Et à la manière, je dirais, d'un étudiant qui prépare son avenir et qui a un agenda bien chargé pour préparer ses études, s'il vient d'un milieu modeste, il a une bourse. Eh bien, nous aussi, nous lui garantissons ce revenu de 500 € qui lui permet de pouvoir se consacrer à son avenir. Alors, jusqu'à 500 €, jusqu'à 500 €, maximum. Jusqu'à 500 €, effectivement, pour les mineurs, pour les moins de 18 ans, c'est plutôt 200 €. Alors, ensuite, ce qui est clé, on parle du contrat d'engagement des jeunes, bien sûr, et de ceux qui les accompagnent, les missions locales, les pôles emploi, mais dans notre esprit, c'est aussi un contrat d'engagement avec les entreprises et par les entreprises. Car on peut accompagner les jeunes aux portes de l'entreprise, mais il faut aussi que les entreprises sachent l'ouvrir à tous ces profils, parfois qui n'ont peut-être pas le parcours ou le CV qui correspond... Ou le savoir-être, il faut le dire. Ou le savoir-être qui correspond à leurs habitudes, mais où, si eux aussi tendent la main, si le jeune s'engage et se bouge aussi un petit peu et s'investit... Un pas l'un vers l'autre. Exactement. Et là, ça peut accrocher. Et là, on va proposer aux entreprises, dans la foulée d'un jeune une solution, des nouveaux outils, l'immersion, le mentorat qu'on va continuer, les préparations opérationnelles à l'emploi, plein de choses très pratiques pour aider les entreprises à trouver toutes les pépites et les talents à travers le contrat d'engagement jeune. Philippe Arnaud, je vous ai vu réagir parce que vous êtes impliqué sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Capital Jeune, donc contrat engagement jeune résonne en vous, bien entendu. C'est une question importante, c'est que ces jeunes, peut-être d'un autre profil que ces jeunes créateurs d'entreprises, sont pour certains un peu cassés, ont souvent un manque de confiance, n'ont pas forcément la famille qui les aide. Il faut que les entreprises ouvrent leurs portes. Est-ce que vous avez décidé de leur tendre la main, ces jeunes qui parfois sont un peu différents? Vous savez, ça fait de nombreuses années où effectivement Honnête est impliqué justement dans des dispositifs d'accompagnement de ces jeunes. Tout simplement parce que, je vous l'ai dit, cette entreprise a un ADN qui est tourné justement vers l'inclusion, vers l'accompagnement, parce que nos métiers sont des métiers inclusifs, et parce que je crois que comme de nombreuses entreprises, Honnête a compris que elle avait sa part aussi d'engagement, de responsabilité pour mener à bien toute cette jeunesse vers un emploi, vers un mieux-être donc social, et que ça dépendait effectivement de nous, de montrer effectivement à la fois les compétences nécessaires, les codes professionnels, les métiers, et les métiers comme les nôtres qui sont parfois des métiers peu connus, c'est justement de les faire découvrir et de donner aussi de la perspective à ces jeunes. De leur démontrer que effectivement il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalité, et au contraire, lorsqu'on est préparé, lorsqu'on est entouré et lorsqu'on est impliqué autour d'eux, eh bien on a effectivement donc des belles réussites. Et je vais même vous faire une confidence, c'est qu'effectivement on est tourné vers ces jeunes, on aide ces jeunes, mais vous pouvez pas imaginer chez les collaborateurs qui s'impliquent justement à leur côté
le plaisir et le bonheur Oui. que c'est lorsque Bien sûr. vous arrivez à placer un jeune. C'est-à-dire à lui trouver un boulot, ou lorsqu'il vous appelle au bout de quelques mois et vous dit, écoutez, je suis arrivé à décrocher mon premier CDI, ou la formation que vous m'avez indiquée, Elle m'a servi. elle est parfaite, elle est sensationnelle et je me régale. Donc, je pense que vous savez, il y a une vraie relation gagnant-gagnant dans cette implication, et les entreprises aujourd'hui l'ont compris. On parle de responsabilité sociale. On sait que ces implications se trouvent également dans les appels d'offres et dans les clauses sociales. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a tout un état d'esprit aujourd'hui, les choses changent. Merci, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux pour ces jeunes. Thibault, là, vous avez un ambassadeur du contrat engagement jeune. Enfin, c'est un ambassadeur. La façon dont il en parle, la façon dont il parle de son entreprise qui ouvre les portes, c'est exactement cela que vous envisagez. C'est-à-dire un accompagnement très structuré, très organisé, sur mesure. Et puis derrière, il faut qu'on prenne la passerelle vers l'entreprise. C'est ça l'objectif final. Ouais. C'est l'emploi, et l'emploi durable. Ouais, c'est l'emploi durable, mais je pense que surtout le contrat d'engagement jeune, c'est pas un énième contrat. J'étais chef d'entreprise pendant 20 ans, je me suis beaucoup investi dans l'inclusion et on en a vu passer un certain nombre. Mais là, en fait, je pense que l'état d'esprit dans lequel on est et l'état d'esprit dans lequel de plus en plus d'entreprises sont, c'est qu'elles comprennent que c'est un bon investissement. Parce que, en fait, vous pouvez vous plaindre et rester comme ça, à regarder, à dire je trouve pas, et ça entrave quand même le développement d'un certain nombre de secteurs, ou plutôt se dire non, en fait, le monde a bougé, et mon rôle en tant que chef d'entreprise, en tant que DRH, c'est justement d'aller s'ouvrir à la diversité, s'ouvrir à la mixité, s'ouvrir à l'envie, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment un bon investissement. Alors, parfois, c'est un investissement parce qu'il faut faire des efforts. C'est pas cadeau. Il faut s'organiser. Droit et devoir, c'est important. Il faut, mais aussi du côté des entreprises. Bien sûr. Par exemple, quand on dit très simplement l'immersion, on est en train de faciliter, évidemment, dans l'esprit d'un jeune une solution. Moi, l'objectif, c'est de faciliter la vie des entreprises qui s'engagent. Une semaine dans l'entreprise. Voilà, comme toujours, vous allez sur les entreprises s'engagent, vous allez retrouver tous les outils pour vous aider à passer à l'action. Donc, on est très concret pour pouvoir aider les entreprises. Mais ensuite, les immersions, c'est quoi? C'est d'accueillir pendant 15 jours, pendant un mois, un jeune qui se cherche, qui se dit, tiens, le métier de la propreté, pourquoi pas, ou le métier de la sécurité, ou du digital, ça va lui permettre de bien s'orienter, ça va permettre aussi à l'entreprise, finalement, de créer la rencontre. Et souvent, ça marche. Mais de temps en temps, tiens, ça fonctionne pas. Eh bien, il va y avoir une deuxième immersion. Et c'est peut-être au bout de la deuxième ou de la troisième, boum, là, vous tombez sur le bon candidat, le bon talent. Mais celui-ci, il va pas oublier que vous lui avez tendu la main et il sera là pendant longtemps dans votre entreprise. Donc, le contrat d'engagement jeune, c'est une chance pour tous les jeunes qui en ont besoin, mais c'est aussi et au moins tout autant une chance pour les entreprises qui vont s'y engager. Enfin, ce que j'entends, et tout ça démarrera le 1er mars, mais tout ça est déjà en gestation dans un certain nombre d'opérateurs, Pôle emploi, mission locale, c'est un véritable projet de société. Parce que l'idée du droit et du devoir, c'est l'idée quand même que le jeune s'engage dans une formation où il va devoir se lever le matin, respecter des horaires, tout ça est quand même contrôlé, et en même temps la société lui dit mais regarde, tu as ta chance, prends ton chemin. C'est ça que vous lui dites. Oui, c'est ça, et vous savez, de temps en temps on oppose comme ça tout le temps l'assistanat, mais en fait les jeunes, moi j'ai fait 20 ans d'insertion. Franchement, des gens qui se plaisent en fait dans une situation où ils ne sont pas reconnus par le travail, par l'activité ou etc. Non. Franchement, j'en ai pas vu beaucoup. Et en fait, ce que les jeunes nous demandent et ce qui se passe, c'est qu'ils nous demandent du cadre, ils nous demandent de l'intensité, ils nous demandent qu'on s'occupe d'eux et s'occuper d'eux. Ne lâche pas la main. Exactement. Et les respecter, c'est être exigeant aussi. On le sait très bien, les managers qui nous écoutent ou les chefs d'entreprise savent très bien que le respect, il passe aussi par l'exigence, par le fait que si quelqu'un s'engage, eh bien, il doit tenir ses engagements et que s'il le fait pas, eh ben, il va en être comptable. C'est ça le respect et c'est ça l'esprit du contrat d'engagement jeune. Si les uns et les autres s'engagent, je vous assure, les rencontres sont formidables. Et moi, j'espère, quand vous parlez de projet de société, franchement, on peut pas. Ça fait trop d'années en France qu'on comptabilise comme ça le surchômage des jeunes comme si c'était une fatalité. On est dans les derniers de la classe européenne sur le nombre de jeunes NEET. Donc là, on a progressé ces 18 derniers mois, mais il faut continuer et je pense que notre société sera fière et donc plus prospère, plus dynamique, plus créative quand elle aura créé les conditions pour que chacun puisse monter dans le train de la relance et dans le train de la réussite.
Merci pour cette passion communicative, j'en suis sûr. Merci à vous, Philippe Arnaud, pour la passion que vous mettez aussi à accueillir ces jeunes, tant du côté du capital jeune créateur. Là, vous avez un peu la pression, parce que vous avez la pression à Marseille, puisque c'est chez vous que ça se passe. Donc, c'est à vous de jouer. Mais Honnête est partout en France, et donc... Bien sûr. On va pouvoir faire des immersions professionnelles et du mentorat avec eux partout. Et merci à Thibaut Guilhuy. Vous reviendrez parce que notre émission est mensuelle, enfin notre rendez-vous est mensuel et donc le contrat d'engagement jeune aura été signé dans un certain nombre de villes, peut-être partout en France. Donc vous viendrez peut-être nous faire déjà un premier bilan, un premier ressenti. Évidemment, avec plaisir. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et puis Philippe Arnaud était le DRH inclusion et l'est toujours d'ailleurs de l'entreprise Honnête. Merci à vous. On termine sur le CV. Bah oui, on a parlé de la confiance, on a parlé des CV. Comment faire pour avoir un CV béton ? On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On vient de l'évoquer il y a quelques instants avec Thibaut Guilhuy. Un certain nombre de jeunes ont besoin de se reformer, de se former sur leur CV. On ne sait pas trop quoi mettre, dans quel ordre, comment le faire. Et on en parle justement avec Julien André. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur de CV Professionnel. Alors d'abord, une question liminaire. Bon, vous n'allez pas l'aimer ma question, mais certains disent le CV c'est fini, on n'en a plus besoin, on a juste besoin de faire un clic. Vous dites l'inverse. Vous dites le CV, il est très utile. C'est vrai que ça fait 20 ans moi, que j'entends dire que le CV est mort. Et aujourd'hui, on constate que 90% des recrutements, enfin des mises en relation candidats-recruteurs se font à partir d'un envoi de CV, encore aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire une feuille A4, pour le dire simplement, un document. Effectivement, un document. Après, dans certains secteurs, comme dans la tech ou le digital, le CV tend aussi à disparaître et est remplacé par un profil LinkedIn ou alors parfois de plus en plus par des vidéos de présentation format court. Mais là, c'est vraiment pour les jeunes dans l'univers des startups. Mais la plupart des recrutements aujourd'hui se font par des mises en relation qui ont lieu suite à l'envoi d'un CV. C'est-à-dire que la personne que vous appelez, parfois quand on réussit à lui parler, parce que quand on s'accroche à un poste, on réussit à lui parler, elle vous dit, elle n'a pas le temps et elle vous dit, envoyez-moi un CV. Ça passe souvent comme ça, ça démarre souvent comme ça. Quand on consulte une offre d'emploi sur Internet ou quand on est contacté par un cabinet de recrutement, la première chose qu'on nous demande, c'est d'envoyer un dossier de candidature. Et ça passe par le CV, parfois une lettre de motivation qui après permettent d'aboutir à un entretien de recrutement. Alors, commençons par le début, les fautes évidentes ou pas d'ailleurs à ne pas commettre quand on remplit son CV. Parce qu'on s'est tous retrouvés un jour, à 20 ans, à 40, à refaire son CV et à se dire, oh là, plus on est âgé, plus c'est compliqué parce qu'on ne sait pas dans quel ordre on doit tout mettre. Il y en a de nombreuses fautes possibles que l'on peut commettre quand on rédige son CV. La plus basique, c'est les fautes d'orthographe. Donc, fautes d'orthographe, de ponctuation, voilà. Donc, il faut se relire, se faire relire, utiliser des correcteurs d'orthographe, parce que ça peut vraiment, c'est éliminatoire. Bon, ça, c'est l'orthographe, c'est énorme, c'est grossier. Il y a les erreurs qu'on ne doit pas commettre, mais qui sont un peu plus fines, un peu plus subtiles. C'est quoi ? L'organisation Je dirais qu'aujourd'hui, il faut réussir à permettre à un recruteur de comprendre rapidement pour quel type de poste on postule. Donc il faut un titre de CV qui soit clair, qui reprend généralement le titre de poste que l'on convoite. D'accord. Et un résumé de profil un petit peu en dessous, de 3-4 lignes, qui vont mettre en évidence les compétences clés, les réussites marquantes de son parcours et quelques infos sur le projet professionnel. Donc ça, c'est des choses qu'on voit peu, mais qu'il faut davantage évoluer. Très intéressant ça. Mais ça veut dire qu'en fonction des postes qu'on a pu avoir, on peut rajouter en gras quelques lignes qui viennent un peu résumer le poste qu'on a occupé. Il faut effectivement, pour chacune de ces expériences professionnelles, mettre en avant non pas des tâches ou des missions réalisées, mais mettre en avant des responsabilités exercées, des résultats, des réussites. Ouais. Il faut pas simplement lister des tâches, mais vraiment réussir à convaincre qu'on est fait pour le job en mettant en avant des éléments qui peuvent être captivants. Alors comme on parle à un spécialiste de CV, parce que vous avez quand même 20 ans d'expérience sur la gestion de plateforme avant de vous intéresser à ce sujet et de devenir entrepreneur, mais d'abord il y a un truc intéressant, c'est la différence entre le CV français et le CV anglo-saxon. Alors là ça m'intéresse parce que il y a des différences. Peu de différences avec le Royaume-Uni, donc mis à part la photo qui en France
pas obligatoire, mais on a tendance à la mettre dans un CV. Au Royaume-Uni, un petit peu moins. Mais on va dire que les différences plus marquantes se font avec le marché nord-américain, où là, on va être sur un CV qui va être en une seule colonne, alors qu'en France, on est sur un CV en 2 colonnes. On va avoir absolument pas de photos. Il faut aussi bannir toute information personnelle sur la situation familiale, son âge. Et voilà. Ça, c'est les nouveaux modes, la culture anglo-saxonne ou américaine, liée aux discriminations ou pas, au risque de discrimination. On commence à prendre un peu les codes de ce qui se passe aux États-Unis depuis plusieurs années en matière de rédaction de CV. Alors, le CV idéal, c'est quoi? Qu'est-ce que serait le CV idéal qu'attend le recruteur? Un CV idéal, c'est un CV qui est clair, qui est aéré, qui est professionnel, qui favorise un mode de lecture en F, donc un CV en 2 colonnes. Alors, quand vous dites en 2 colonnes, c'est qu'il faut qu'il y ait un trait, on construit un peu comme un article de presse. Voilà, une colonne de gauche qui va mettre en avant ses compétences, donc c'est les compétences, les soft skills, mais aussi les hard skills. Moi, j'en étais resté au truc... Non, ça c'est vrai que c'est un peu l'ancien format, le format américain en l'occurrence. Nous, on est sur un CV en 2 colonnes qui facilite le mode de lecture en F, donc titre de CV, résumé de profil, les compétences, les expériences professionnelles. Compétences à gauche, on est d'accord? Voilà, compétences à gauche. Donc on met en avant ces compétences techniques, métiers, mais également ces compétences qu'on appelle soft skills, donc chose qui se fait depuis quelques années. Et puis, sur le fond, ce qu'il faut surtout, c'est vraiment réussir à rédiger des synthèses de ces expériences pour en faire, comme je disais tout à l'heure, des contenus qui mettent en avant des résultats. Pas des lignes de date. Voilà, c'est des résultats, c'est des réussites, c'est des éléments qui vont vraiment être intéressants à lire. Julien, là, vos clients, donc ils viennent vous voir, c'est quoi? Il y a de la panique, il y a de l'angoisse, il y a je craque, ça fait 10 feuilles que je fais, c'est nul. Comment ça se passe? Alors, généralement, c'est plutôt 4 supérieurs dirigeants qui n'ont pas le temps, qui ne savent plus comment faire un CV, qui sont largués par... Je vous explique tout. Et voilà, qui vont confier la rédaction de leur CV, le profil LinkedIn, lettre de motivation en français et en anglais, par des professionnels du recrutement qui ont 15-20 ans d'expérience professionnelle, qui font ça tous les jours et qui vont leur faire gagner du temps et leur permettre d'éviter de commettre des erreurs. Donc il y a le contenu, on a bien compris les 2 colonnes, ça je le découvre, et puis il y a aussi l'aspect formel, on peut quand même en dire quelques mots, les couleurs, les traits. La mise en forme, effectivement, il faut être... alors on va rester sur des formats modernes, sobres, avec intégration de couleurs, d'une iconographie aussi qui est propre au secteur d'activité, au métier de la personne. Donc on peut mettre un peu de couleur et autres, mais il ne faut pas aller dans l'originalité, pas faire d'excès, rester sobre. Avant de nous quitter, quand même, bon, on est dans les métiers dans lesquels je suis, c'est les métiers de la communication. J'ai besoin, moi, souvent dans notre métier de journaliste, d'ailleurs, on nous dit pas besoin de CV, tu sais, ton CV, c'est toi. Oui. C'est vrai pour plein d'autres métiers. La personne fait une vidéo, explique ce qu'elle fait. Est-ce que c'est pas plus puissant qu'un document papier? Ça peut être plus puissant, mais il faut se mettre à la place du recruteur qui va recevoir... X centaines de vidéos ne pourra pas gérer. Déjà qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de traiter des CV. Donc, c'est pour ça qu'un recruteur, en général, passe à peu près 50 secondes sur un CV avant de le garder ou non. Tellement il y en a. Donc, les formats innovants, on est pour, bien entendu, mais il faut d'abord, derrière, s'assurer que les recruteurs sont en capacité de traiter ces volumes. Et ça, c'est... pas toujours le cas. Donc vous ne contestez pas le caractère innovant et sympathique de la vidéo, mais vous dites que celui qui est en face, il ne peut pas. Non, il faut effectivement s'adapter aux nouveaux codes. Ça, c'est sûr que le CV évolue. Même chaque année, nos méthodes évoluent, nos modèles évoluent. Les 2 colonnes, ça a évolué, ça, parce que c'est pas comme ça qu'on avait montré à faire mon CV. Effectivement. Donc demain, il sera peut-être tout autrement constitué, mais jusqu'à présent, il est encore beaucoup utilisé. CV professionnel, c'est votre entreprise, et vous prenez le temps, vous délestez finalement cette espèce de partie qui est parfois très fastidieuse et pas toujours facile à faire, franchement, c'est un exercice. CV professionnel, c'est vous qui l'avez monté, cette entreprise, Julien André. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Et j'ai appris plein de choses. Tiens, je vais peut-être me remettre sur mon CV, tiens, avec les 2 colonnes et la lecture donc en F, c'est ça. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe, évidemment, qui m'accompagne chaque jour dans cette émission. Je remercie Lauriane Boué à la réalisation, Alexandre pour le son, évidemment. Et je remercie Fanny Griesmer, je remercie Sarah qui nous accompagne et Carla pour l'accueil invité. Voilà, l'émission est terminée. Je vous retrouve demain. Bye bye.